Alors, on se retrouve aujourd'hui tranquillement pour faire le Complete Beginner. Donc, c'est un framework qui est disponible sur TryAcme où on va voir vraiment toute l'introduction pour les néophytes. Comme vous le savez, je suis un néophyte. Vous êtes sûrement aussi des néophytes. Donc, on va faire les choses bien. On va commencer par le début. Et je vous ai toujours dit dans mes vidéos, on va monter en puissance. Mais ça sert à rien de s'attaquer à de la menace, de l'analyse de menace ou faire du forensique, qui sont les techniques les plus complexes, si vous n'avez pas les bases. Donc on va revoir ensemble toutes les bases. Donc comprendre comment fonctionne la sécurité au niveau des ordinateurs. On verra les bases de Linux, comment se familiariser avec les lignes de commande. Ça, je pense que ça sera un cours de quasiment 3 heures. Et là, j'essaierai de vous former à Linux, à la ligne de commande, et comprendre comment en ligne de commande, on est beaucoup plus efficace qu'avec une souris. Ensuite, on verra tout ce qui est WAS. Donc le WAS, en fait, c'est le Web Application Security. C'est apprendre la sécurité des applications, tout ce qui est applicatif, serveur web, serveur au quotidien, en fait, hein. Vous utilisez des applications sur Internet, en fait, c'est transparent pour vous. Vous avez juste à vous connecter à un site en World Wide Web, mais derrière, il y a des applications qui tournent derrière. Il y a des pare-feux derrière. Il y a des bases de données. Donc, on verra aussi les failles majeures. On avait commencé les WASP, donc les 10 failles majeures. Je crois que vous en avez montré une ou deux, peut-être trois. Il y en a une dizaine. On les verra toutes. On verra aussi la sécurité du réseau, comprendre comment on peut énumérer l'infrastructure qu'on attaque grâce à divers outils. Je vous ai montré Nmap, il y en a d'autres, on verra ça. On se fera aussi des petits challenges au niveau du script. On a vu un peu PowerShell, on va voir également comment on peut utiliser Python et Bash pour parvenir à nos fins et exécuter différentes tâches. Enfin, on verra l'escalade de privilèges qui, pour rappel, permet à un hacker de récupérer la main sur un système et de devenir le dieu dans la machine, comme je vous ai dit. Ghost in the shell, devenir un fantôme, récupérer la main et exfiltrer les informations. Donc, une fois qu'on aura terminé ça, je pense que vous aurez une connaissance au moins assez basique, mais fondamentale sur chaque zone spécifique. Et c'est une fois qu'on aura ces bases qu'on pourra s'attaquer à des concepts plus complexes pour comprendre en gros la sécurité informatique et comment ça se passe aujourd'hui. Euh, pour ça, il y a plein de modules, plein de ce qu'on appelle des rooms, hein. Donc c'est des chambres qui vont nous expliquer différents trucs. Donc il y a des tutos, il y aura des introductions, on fera pas mal de trucs, mais il y a trois grosses parties, on va dire. Il y a tout ce qui est introduction, donc tutoriel sur la cybersécurité, comprendre le cybersec, donc la sécurité informatique, comprendre comment l'industrie est structurée et si vous voulez, comment dire, travailler dans la cybersécurité, on verra un petit peu en quoi ça consiste. Comprendre comment on peut faire de la recherche, de l'OSINT et en tout cas récupérer des informations sur Internet pour nous débloquer ou pour améliorer nos connaissances sur tel ou tel sujet. Il y aura tous les fondamentaux Linux, donc pareil, en 3 parties. Il y aura une première partie, ça sera une introduction à Linux. On verra les différentes commandes et comment on peut appeler l'aide via la commande man. Ce qu'on appelle les basic file operators, qui permettent de manipuler les fichiers sous Windows. On aura une deuxième partie qui se focalisera sur tous les opérateurs de redirection, le standard in, standard out, comprendre ces concepts, et on verra ensuite des opérateurs plus avancés Linux. Enfin, la troisième partie sur les fondamentaux Linux, on verra les différents opérateurs qui permettent de gérer les fichiers de façon avancée, comprendre ce qu'est un utilisateur, ce que sont les groupes sous Linux, et il y aura une brève introduction au shell scripting, donc comment scripter via le shell. Ensuite, il y aura toute une partie réseau qui devrait faire à peu près 6 heures, où là, on va voir toutes les bases et on va se rafraîchir. Le but ici sera de se focaliser sur les principes fondamentaux qui nous permettent de comprendre comment fonctionne en gros la communication entre deux machines.
Donc, il y aura une première partie où on va attaquer une infrastructure et ça nous permettra de comprendre toutes les techniques sous-jacentes, comprendre comment le réseau fonctionne et comment Internet fonctionne. Il y aura toute une partie avec Nmap, qui est un des outils les plus utilisés, comme vous le savez, et qui permet de sonder Internet et d'énumérer les services qui tournent sur une machine. Enfin, on verra comment on peut énumérer, exploiter différents protocoles tels que le Samba Share, le FTP qui permet le téléversement ou le téléchargement à partir d'un serveur, et le Telnet. On verra également comment énumérer du SMTP, donc tout ce qui est serveur de messagerie, du MySQL, ce qui est base de données, et le partage Windows, qu'on appelle le NFS. Ensuite, on aura les fondamentaux du web hacking. Ça, je pense, première partie, ça prendra 2 heures. Et là, on verra comment fonctionne le HTTP. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire ça. C'est plutôt simple et ça va nous changer un peu. Parce que j'aime bien faire plein de choses, pas rester tout le temps sur le même domaine de compétences, parce que ça peut être vite lourd. Donc là, on verra comment on peut exploiter différentes failles de sécurité, comprendre comment fonctionne le HTTP. Donc comme vous le savez, toutes les applications, les web, se basent sur le HTTP ou le HTTPS, port 80 ou port 443. Donc c'est bon de connaître. Ensuite, on fera une plongée approfondie sur un des outils que vous savez, j'adule, j'adore, c'est Burp Suite. Burp Suite qui va nous permettre de tester les applications web et de découvrir des failles de sécurité. On verra les différentes comment dire, composantes qui sont intégrées à Burp Suite qui nous permettent de faire différentes attaques. Ensuite, on verra d'autres fondamentaux, on verra les OWASP, comme je vous ai dit, donc toutes ces failles que on doit connaître par cœur, puisqu'elles sont très souvent utilisées par les hackers. Et en tant que défenseur, si vous travaillez dans des blue teams, si vous êtes web développeur, webmaster, si vous êtes administrateur système, il est important de connaître toutes ces failles critiques de sécurité, puisque c'est celles qui sont le plus utilisées sur Internet. On fera un exercice avec JudeStop, qui est un faux vrai site web, et on verra les différentes failles qu'on peut exploiter sur la machine et généralement comment on peut ensuite transvaser ça si jamais vous avez besoin de faire des tests d'intrusion sur des applications web, ça vous servira forcément. Ensuite, on fera un autre exercice, un CTF, qui nous apprendra à exploiter d'autres failles et toujours centré sur l'énumération. On utilisera notamment Deerbuster. Ensuite, il y aura une partie crypto. Crypto, c'est la base. Donc, il va falloir comprendre comment fonctionne la cryptographie, puisque tout est basé sur la cryptographie aujourd'hui. Donc, dès qu'on parle de sécurité, c'est de la sécurité de l'information. Et il faut passer par des moyens de cryptographie qui vont permettre de coder, d'encoder, de chiffrer, de déchiffrer les données. Donc, il y aura un module qui va nous permettre de comprendre comment on peut exploiter ces systèmes de chiffrement et avoir des accès non autorisés sur les machines. On verra aussi le principe du hash, ce mécanisme qui permet en gros d'avoir une empreinte digitale d'un fichier et comment on peut jouer avec ça, savoir comment ça fonctionne et pourquoi la plupart des passwords sont pas en clair mais sous forme de hash chiffré. On verra aussi bah, tout ce qui est Windows, les fondamentaux. Il faut comprendre l'Active Directory qui est utilisé dans 99,9% des entreprises dans le monde, comment fonctionne un domaine sur les réseaux network, sur les réseaux pardon Windows, et comment un contrôleur de domaine, comment ça fonctionne, l'arbre, la forêt. On verra toutes ces composantes qui nous permettent d'avoir une vision objective quand on doit attaquer des machines Windows. On passera à Metasploit et on verra plus profondément, plus en profondeur, pardon, comment exploiter des vulnérabilités sur des réseaux, sur des serveurs, grâce à l'outil Metasploit. On fera une machine Eternal Blue, que j'ai déjà faite, mais qui permet d'exécuter par exemple une faille qui était utilisée par la NSA et voir comment, si jamais les services sont mal configurés sur une machine Windows ou un serveur Windows, on peut exploiter tout ça. Enfin, avant-dernière, il y aura la partie escalade de privilèges et l'utilisation des shells. Ça va être aussi une grosse partie, je pense à peu près 4 heures, où on verra qu'est-ce qu'un shell, qu'est-ce qu'un reverse, un bind shell, quelle est la différence,
pour exploiter une machine. Ça, c'est la base pour avoir gagné l'accès sur une machine. Donc c'est important de bien connaître tout ça. On verra également l'énumération locale sur une machine Linux. Parce qu'une fois qu'on a gagné l'accès sur une machine, il faut récupérer, exfiltrer des données sensibles, des mots de passe, énumérer le système pour pouvoir trouver des failles qu'on va pouvoir exploiter pour gagner notre accès de privilège et devenir administrateur de la machine. On verra aussi la plupart des ce qu'on appelle les Linux privesques. Donc les Common Linux privesques, c'est les escalades de privilèges communément utilisées par les hackers pour prendre la main sur des systèmes Linux. Donc ça peut être aussi du macOS, ça peut être aussi des machines Unix qui sont très utilisées en entreprise. On verra le pendant, Microsoft, l'autre côté du miroir, c'est-à-dire comment faire une escalade de privilèges sur une machine Windows et voir comment on peut abuser certaines VM, donc des machines virtualisées. C'est très utilisé en entreprise. On virtualise des serveurs et ça permet sur un data center d'avoir énormément de machines virtualisées, de pouvoir les sauvegarder, de pouvoir les restaurer. Le problème, c'est que si ces machines virtualisées sont mal configurées, on va voir comment on peut les exploiter pour devenir le dieu la machine, dans le système. Donc le but à chaque fois, c'est de devenir admin système. Et enfin, on verra 2 heures, je pense, tout ce qui est exploitation basique d'un ordinateur. J'ai déjà fait plusieurs parties, mais on verra comment faire de la reconnaissance, comment gagner un accès initial sur la machine, comment faire notre escalade de privilèges, comment énumérer les sandbashers, le SMB, ce protocole qui permet d'exploiter, de connecter différentes machines d'un parc informatique entre elles et voir comment on peut se balader, pivoter latéralement pour faire ce qu'on appelle du path manipulation method, manipuler les chemins, les variables, pour pouvoir parvenir à nos fins. Ça sera l'exercice Kenobi. Donc voilà, tout ça, c'est un module, c'est 28 heures, c'est 26 exercices différents, mais je pense que ça sera un bon préambule. Je vous ai déjà montré, j'ai déjà fait des vidéos sur 18% de l'exercice. On va continuer tranquillement. Aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un truc pas simple, mais voir déjà les bases, ça pourrait être pas mal, et comprendre un petit peu comment fonctionne déjà Internet. Tout ce qui est protocole réseau, et les fondamentaux quand on doit hacker une application web. Donc ce matin, j'ai pas trop le temps, donc je pense qu'on va faire des choses simples, mais qui seront toujours utiles à apprendre. Là, aujourd'hui, on va voir le protocole HTTP, tout simplement. Donc on va se focaliser sur le HTTP. Je vais prendre le cours avec vous. Pendant que ma machine se met à jour, on va faire ça. Et là, j'en ai encore pour 2 minutes. Oh, ça va encore, c'est cool. Mais bon, bon, on va aller sur notre exercice. Euh, tac, 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 tac. Donc, ce sont le web fondamental. Donc là, pour vous montrer, vous voyez, il y a énormément de choses. Mais ce qui est plutôt bien foutu, donc moi, vous voyez, je suis en train de préparer mon compte TIA Pentest et mon CEH. CEH, c'est Certified Ethical Hacker. C'est le diplôme de certification d'hacker éthique. Donc je suis en train de préparer ça pour passer mes formations. Je suis en train de faire 2 formations actuellement. On verra après les cyberdéfense, on verra plein de choses. Vous voyez, ça c'est le plus dur. C'est ce qui est malware analysis, incident response and forensic, threat emulation, security operation monitoring, threat vulnerability management. Donc on va commencer du haut, faire facile, et on va descendre de plus en plus dans des modules, dans des ateliers qui sont complexes. Moi, ce que je veux vous montrer là, c'est celui-ci qu'on va faire. C'est le Complete Beginner, mais c'est parfait. Parce qu'on va avoir plein de choses. Et tout ça, c'est ce que je vous ai, entre guillemets, je vous ai cité tout à l'heure. Et là, tous les modules qu'on va voir, c'est ce que je viens de vous énumérer. Donc à chaque fois, on a différents modules avec les différentes heures qui sont présentes ici. Donc là, c'est l'introduction que je vous ai faite. Aujourd'hui, on va se faire ça. Hop, on va commencer par le web fondamental.
tous les fondamentaux qui sont reliés au World Wide Web. Comment fonctionne le World Wide Web? Hop, je vais me connecter au VPN. Un petit instant. Et on va voir ensemble les bases. Alors, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Comment en gros, on va requêter sur un serveur web via le HTTP, via des méthodes de get, de post. Comment on peut requêter, récupérer les réponses, à quoi servent les cookies, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on fera un mini capture de flag à la fin. Donc, comment on charge un serveur web? Déjà, pour rappel, euh, quand vous allez sur tryacme, derrière, il y a une adresse IP. Qu'est-ce que fait le serveur DNS? Eh ben, il résout, c'est le domain name serveur, donc il résout le nom de domaine. Le meilleur exemple que je peux vous donner, on va ouvrir une nouvelle console, c'est que si je ping le nom de domaine, ok. Donc là, on a notre adresse IP. En fait, quand je vais sur www.tryacme, je vais sur la machine 172.67.69.208. Qu'est-ce que fait le DNS? Le DNS, tout simplement, nous donne le nom de domaine. Parce que nous, les humains, on préfère retenir des noms de domaine, c'est beaucoup plus facile, que de retenir des noms de machines. Mais voilà à quoi sert un serveur DNS, ça permet de résoudre. C'est comme un énorme annuaire qui prend toutes les URL et qui les transforme en adresse IP. Et ça va dans les deux sens. Vous pouvez demander une adresse IP, il va vous donner le nom de domaine. À partir du nom de domaine, il va vous retransformer ça pour que l'ordinateur comprenne en adresse IP. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on retient rarement des adresses IP. Est-ce que vous savez que, par exemple, 8.8.8.8, c'est le serveur DNS par défaut de Google? Est-ce que vous savez que 8.8.4.4, c'est le serveur secondaire de Google, de DNS? Non, généralement, un humain va préférer, par exemple, comprendre bah, Google 1, ok, parfait, et DNS Google 2. Forcément, ça coule de source. On retient plus facilement des noms qu'on retient des chiffres ou des noms. Donc l'adresse IP aussi, bon, vous devriez en théorie savoir, mais pour rappel, quand vous êtes sur un réseau local, vous avez votre adresse privée. Donc tout ce qui est privé, c'est sur le réseau local. Par exemple, moi, mon routeur, il est sur le 192.1.1.12. Et si, en effet, meilleur exemple, ah, là, je suis sur le VPN, je sais pas si je vais pouvoir taper la machine, mais voilà. Voilà. Là, j'arrive sur l'interface de ma SFR box. Et en fait, le routeur, il est attribué sur cette adresse, sur le 192, 168, 1, 12. Ça, c'est mon routeur. Donc, on est le même sur le même sous-réseau, en fait, sur le même subnet. Donc là, c'est de la classe C. Je suis en privé sur mon réseau local. Et par exemple, mon ordinateur, lui, il va avoir une adresse IP qui est comme ça. Voilà. Mais on voit bien que ça commence toujours pareil par 172, 168, 1. Et après, c'est juste le dernier nom qui change. Là, c'est 12, c'est mon routeur. Là, c'est 54. C'est par exemple mon PC Windows. Donc là, c'est ce on parle de réseau privé. Pourquoi? Parce que pour communiquer de l'extérieur, vous passez par le pare-feu de votre box et vous connectez à Internet. Et pour se connecter à Internet, en fait, concrètement, eh ben, vous utilisez votre adresse privée. Et là, l'adresse privée, tout le monde la connaît. Elle est fournie par votre fournisseur d'accès Internet, votre FAI. Et grâce à cette adresse publique, je vais pouvoir prendre votre machine ou me connecter à un serveur. Il est composé de quatre groupes de nombres, de 0 à 255, qu'on appelle des octets en informatique. Et un exemple, je vous en ai donné un. Généralement, nous en France, sur des réseaux privés, on utilise 192,
168.1 quelque chose sur Internet. On ne peut pas utiliser ces adresses puisque ce sont des adresses réservées à des adresses privées. Tout ce qui est adresse publique sera différent. Un exemple, une adresse, c'est 100.70.172.11. Donc ça, c'est cool. Ok. Serveur DNS, ça permet de résoudre. Et les adresses IP, ça permet de joindre un serveur à distance sur les internets. Mais quand j'utilise le World Wide Web, en fait, comment ça fonctionne plus concrètement? Eh ben, votre navigateur web, grâce au serveur DNS, connaît l'adresse IP et il va pouvoir télécharger des ressources du serveur web, en fait. À chaque fois que vous vous connectez sur un serveur, en fait, il y a une requête qui est faite, une requête en HTTP, et il peut y en avoir deux. Il y a du post et il y a du get. On va voir le get. Le get, c'est comme on a vu un peu sous PowerShell, get, ça permet de récupérer des éléments à partir d'un serveur distant. Il y a différents types de requêtes qu'on verra plus tard, mais get, ça permet de pouler, de tirer le contenu à distance d'un serveur web pour pouvoir l'afficher sur mon client. Votre client, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'interface avec Internet? Bah, c'est votre navigateur web. Donc ça permet de télécharger des ressources supplémentaires. Ça peut être du JavaScript, ça peut être des images, ça peut être de la mise en page de pages HTML, les fameux Cascade Style Sheet, les CSS, ici. Et ça permet, grâce à de nombreuses requêtes GET, qui sont faites séquentiellement, les unes après les autres, de récupérer et de charger un site. On voit qu'il y a différentes, donc c'est tout le temps le protocole HTTP. On a la machine qui cherche à faire la requête et on voit bien que c'est du two-way handshake, c'est-à-dire c'est comme une poignée de main. Il y a deux ordinateurs qui communiquent. Il y a mon ordinateur en 170, qui fait une requête qui dure 3 secondes,3, on va arrondir. Et je me connecte à un serveur qui s'appelle neverssl.com, ça c'est le nom de domaine, mais son adresse IP, c'est 143.204.178.68. Et là, qu'est-ce que fait mon navigateur via le protocole HTTP? Il demande, alors ça, c'est la taille en octets de la requête en fait, et via une méthode GET, il va demander, et serveur NeverSSL, est-ce que tu es en ligne? Est-ce qu'on peut communiquer avec le protocole HTTP 1.1? Là, qu'est-ce que fait l'ordinateur, le serveur? Eh ben, il répond. Là, on voit bien que le serveur répond. Là, c'était notre ordinateur. On inverse les rôles. Là, le serveur répond à ma machine, toujours sur le protocole HTTP, et il lui dit, ouais, pas de problème. Protocole HTTP 1.1, 200. 200, c'est OK. Communication établie. Tu peux m'envoyer du texte et des balises HTML. Donc là, mon ordinateur répond, il dit ok, c'est merci, c'est super cool. Est-ce que tu peux me charger la bannière et toute la mise en page du site web? Et là, qu'est-ce que fait le serveur? Il dit pas de problème, je t'envoie tous les PNG, tous les fichiers images qui vont permettre de charger mon site web. Donc vous voyez que c'est un échange à partir de requêtes GET, HTTP, et protocole HTTP. Donc il faut différencier le protocole, ça c'est du protocole HTTP, et vous pouvez avoir également des requêtes en HTTP. Donc ça, c'est des fonctions. Vous pouvez avoir des fonctions en HTTP, il peut y avoir des fonctions en GET, vous pouvez avoir des fonctions en HTTPS ou des fonctions en POST. Donc différencier le protocole réseau et la fonction de programmation qui permet de faire des appels distants vers un serveur web. Donc, on connaît bah, nous, très souvent sur Internet, soit on utilise le port 80 réseau TCP. Dans ce cas-là, c'est du HTTP 2 points. Mais vous savez, quand vous avez ça, malheureusement, les hackers peuvent sniffer votre réseau. Et si vous ne passez pas par un VPN, que vous ne chiffrez pas vos données, on peut les sniffer sur le réseau. Donc c'est un peu dangereux. C'est pour ça qu'on a inventé le SSL, le Secure Socket Layer, et le TLS, qui permet de chiffrer les données. Et cette fois-ci, c'est le fameux HTTPS avec le petit cadenas qui vous rappelle que la communication est chiffrée. Et dans ce cas-là, c'est plus le port 80 qui est utilisé, c'est le port 443 en TCP. C'est ce que vous dit là le monsieur.
Le problème, c'est que pour communiquer, je vous disais, on peut pas fermer tous les ports via un firewall, via un pare-feu, et dire, bah écoutez, voilà, tu pourras pas rentrer sur mon ordinateur, il est sécurisé. Parce que par nature, comme vous le savez, que ça soit un serveur Apache Linux, du Nginx ou Microsoft 2IS, qui permettent d'héberger des serveurs web sur Internet, pour que l'ordinateur soit atteignable, si j'ai envie moi de me connecter, ou si le serveur a besoin d'envoyer aux clients des utilisateurs qui veulent se connecter au serveur web, il a besoin de communiquer. Donc très souvent, c'est pareil pour votre machine. Si on ping votre machine de l'extérieur, il y aura toujours le port 80 et le 443 qui sont ouverts. Donc ça peut être des failles et on peut les exploiter. Ensuite, une page web. Comment ça se charge? Donc, une page web, en fait, c'est la combinaison de trois composantes majeures. On a d'abord le HTML. Le HTML, vous pouvez le voir. Si je fais View Page Source, voilà. Là, on a notre HTML. Donc, on commence, on a toujours notre prologue avec l'explication. Vous pouvez détailler. Et on voit en effet que c'est une combinaison de HTML, de script. On voit ici qu'on a du JavaScript et de CSS. CSS qui va faire toute la mise en page. Donc là, je vois mes différentes divs qui permettent de faire mes différentes sections sur le site web. Et j'ai également du CSS qui est appelé soit dans la page ou dans une autre page. Tout dépend comment le développeur a fait, comment dire, sa programmation. Mais là, essentiellement, on voit qu'il n'y a que euh, du, euh, du HTML et du JavaScript. Le CSS, il doit être chargé ailleurs. On peut le voir aussi, on peut aller dans inspecter les éléments et voir un petit peu les ressources qui sont appelées. Donc là, on voit qu'on a des appels vers du JavaScript, on a plein d'autres appels, d'autres modules JavaScript, on a des librairies Ajax qui permettent de faire des appels distants, on a du NPM. Donc on voit qu'il y a plein de frameworks qui sont utilisés par TryHackMe pour pouvoir simplement héberger et utiliser leur site web. Donc on va aller dans le Style Editor, on a du Bootstrap, on a du CSS. Voilà, ça, c'est toute la mise en page CSS qui permet d'avoir les couleurs, qui permet d'avoir les bonnes fontes, les bonnes polices, la bonne taille, et puis disposer aussi les différentes briques, parce que quand vous codez uniquement en HTML, c'est généralement assez moche. Ça, la plupart des sites utilisent du HTML et du CSS pour que le site soit présentable, qu'il soit beau, attrayant pour l'œil, et que ça attire un maximum de personnes. Et le JavaScript, c'est tout ce qui est requête. Avec du JavaScript, on va pouvoir récupérer énormément d'informations, à la fois pour le back-end, pour le serveur, qui va en connaître un peu plus. Par exemple, quelle est la configuration de votre ordinateur pour pouvoir afficher au client, votre navigateur, le site dans sa meilleure version, qui soit le plus fonctionnel, le plus fluide pour vous. Voilà, je m'arrête là, ça sert à rien de creuser trop, j'ai pas envie de vous embrouiller. Mais le JavaScript, donc, c'est un langage de programmation qui tourne dans le navigateur et qui permet de rendre les pages beaucoup plus interactives et de télécharger en temps réel du contenu. Et ça permet également, quand vous tapez, là, j'ai pas de temps taper ça, mais grosso modo, voilà, là, on a une question. Il nous dit quel est le verbe qui est utilisé pour récupérer le contenu d'une page. Si je tape, voilà, là il me dit réponse incorrecte. Comment il sait que j'ai pas tapé la bonne réponse? Eh bien, si vous voulez, là justement, il y a un JavaScript qui fait une vérification sur le champ. Le champ, c'est quoi? C'est un string, c'est une chaîne de caractères. Et lui, ce qu'il attend, c'est trois caractères. Trois caractères. Donc un string de trois caractères. Et la réponse exacte, c'est get. Donc à chaque fois que vous tapez, il y a un JavaScript qui vérifie votre réponse. Et si vous n'avez pas mis la bonne réponse
bah là, en rouge, il vous dit, c'est pas la bonne réponse. Et si c'est la bonne réponse, il vérifie à nouveau, et là, il vous dit, super, c'est la bonne réponse. Ça, c'est grâce à du JavaScript. Donc, il nous dit quel port les serveurs écoutent généralement. Donc, les serveurs web, généralement, si c'est pas chiffré, on est sur du 80 en TCP. Voilà. Et qu'est-ce qui rend les sites beaucoup plus sexy? Eh ben, c'est les cascades style shit. Maintenant, on va passer un petit peu plus en détail. Donc, voir les requêtes. Donc, il y a 9 verbes qu'on appelle méthodes. Des méthodes en informatique, en programmation, ce sont en gros des bouts de code qui vont permettre de faire certaines fonctions. Donc pareil, le navigateur, on va pas demander aux utilisateurs d'aller coder eux-mêmes leurs méthodes. Les méthodes sont pré-encodées dans le navigateur, elles sont présentes et elles sont standardisées. Bien sûr, le but c'est que n'importe quel ordinateur sur la Terre puisse communiquer grâce au World Wide Web. Donc on va voir ces différentes méthodes, ces verbes et c'est un peu comme en PowerPoint, c'est-à-dire qu'on utilise un verbe qui généralement est assez explicite. Vous avez juste à comprendre pour peu qu'on comprenne l'anglais. Encore une fois, c'est assez ça parle de source ou pas. On verra ça. Donc là, je vous ai déjà parlé des requêtes GET qui permettent de récupérer du contenu. Je vous ai parlé aussi des posts, sans rentrer dans les détails. Donc tout ce qui est post, requête, post, P-O-S-T, ça permet d'envoyer des données à un serveur web, comme par exemple ajouter un commentaire sur un forum ou se connecter. Quand vous vous connectez à un site web, là je suis connecté, vous voyez que j'ai accès, je peux me déconnecter, je peux accéder à mes badges, à mon profil, tout ça je l'ai fait, j'ai tapé mon adresse mail, mon mot de passe. Ça, c'est grâce à des requêtes post. Donc les headers. Les headers au niveau du World Wide Web, c'est un petit peu différent. Comment ça fonctionne? Donc les headers, ça donne au serveur web plus d'informations au sujet de votre requête. Et de façon importante, les cookies sont envoyés par les headers de requête. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on a le corps de la requête. Pour les requêtes POST, c'est du contenu qui est envoyé au serveur. Pour les requêtes GET, un corps est autorisé, mais peut être ignoré par le serveur. Donc, voyez-le comme un petit bonhomme. On a le head, ce qu'on appelle un header. Pourquoi? Parce que head, comme la tête en anglais, il se trouve en haut. Ensuite, on a le corps. Parce que comme un être humain, en haut, il y a la tête. Au milieu, il y a le corps. Et enfin, on parle de foot ou de footer parce que il y a les pieds qui sont tout en bas. Donc, que ça soit dans une requête, get, post, que ça soit dans du code HTML, on parle toujours, et ça c'est à savoir par cœur, de header en haut, du body, qui est généralement le message le plus long, où il y aura le plus de requêtes, le plus de détails au niveau des données, c'est dans le body. Et enfin, on aura le foot. Un exemple en HTML, la présentation, la banderole et tout ça, ça sera dans le header. Ensuite, on aura toute la présentation, tout le code source du site internet qui sera euh, dans le body. Et enfin, on pourra laisser tout en bas un message. Regardez si on va. Voilà. Ça, là, cette partie-là, c'est dans le footer du code HTML. Et on voit qu'on a trois parties. J'ai mon head ou mon header. Ça sera toute la partie du haut où je peux me balader dans les menus. Ensuite, on a toute la partie la plus importante qui est là. Et on voit, je peux me balader dans les sections. Ça, c'est le body. Et tout en bas, on voit que ça a été créé par Ninja, que on a un petit message et tout ça. Ça, c'est la partie du bas. Vous voyez, c'est même séparé. On voit bien la séparation graphique, visuelle. Ça, c'est le footer, le foot, comme vous voulez. Donc on voit bien que c'est pareil, un message quand il est encapsulé,
il y a différentes parties. On va du haut vers le bas, du bas vers le haut. Mais généralement, c'est du haut vers le bas. Donc on commence par le foot, par le header, et ensuite on va vers le body. Et donc, un exemple de body en requête get, ça peut être un simple fichier JS. Là, en effet, on fait un get et on demande de nous télécharger un fichier JavaScript qui s'appelle main sur le protocole en utilisant le protocole 1.1, qui est la dernière version du protocole HTTP. Ensuite, deuxième ligne, deuxième information, on a l'adresse IP de l'hôte. On connaît son adresse IP et on sait qu'il veut se connecter sur le port 80-81. Ensuite, qu'est-ce que on a? On a une troisième information là qui donne une information au serveur au niveau de la connexion. Et il envoie un message keep alive. C'est-à-dire qu'une fois que le navigateur s'est connecté au serveur, le navigateur dit au serveur, tu gardes la connexion vivante, ouverte. Tu ne me coupes pas la connexion parce que je vais faire d'autres opérations sur ton serveur. On a le User Agent, je vous ai parlé en OSINT, qui permet de détecter en gros quel est le navigateur, quel est le WebKit qui est utilisé par l'utilisateur. Donc ça va permettre d'aider le serveur web à communiquer à la machine cliente, c'est-à-dire le navigateur web, vous, sur votre machine. Ensuite, il y a accept. Donc là, il dit, bah, tu vas m'afficher tout ce qu'il y a après le nom de domaine. Donc toutes les ressources qui sont là, tu peux m'afficher ce que tu veux. C'est pour ça que il nous dit à la racine et il y a deux wildcards. Donc tu m'affiches tout à partir de la racine. Ensuite, on a le referrer. Le referrer, c'est une autre mise en forme pour le serveur web pour qu'il comprenne en gros l'adresse IP et le port. En effet, quand vous connectez, c'est HTTPS ou HTTP //. Et ben là, en gros, c'est ce que demande le navigateur web, pardon, il le met en place. Donc là, en effet, si je copie ça et que je le mets dans mon navigateur, bah, il va le comprendre. Ensuite, on a tout ce qui est langue et encodage. Donc là, il est dit à l'ordinateur, bah là, moi j'accepte l'encodage en gzip et en deflect. Et en langage, eh ben, moi je suis en anglais, mon navigateur web il est en anglais ou en US, donc tu vas me présenter les pages de préférence dans cette langue. Donc on voit, ça c'est le header qui permet de faire une requête. Donc on voit que ici c'est une version Chrome version 80 à partir de Windows 10. Alors là vous allez me dire mais comment tu récupères ces informations? Bah c'est simple, j'ai juste à aller voir le user agent et je vois bien que en effet si je regarde à la fin il nous dit que c'est un Chrome 80. Donc comme vous le savez les différents navigateurs en fait utilisent des briques, des composantes qui sont quasiment identiques et que parfois, eh ben, votre navigateur peut être mal détecté, mais en tout cas, il trouve le système d'exploitation sans problème. Et en fait, moi j'utilise Opera GX, mais Opera GX c'est comme Google Chrome. Là, j'utilise Firefox. Firefox a certaines composantes qui ressemblent à l'Apple Web DevKit, Safari. Donc, ça viendra avec l'expérience. Mais en gros, ça permet quand même de faire de l'analyse forensique et de savoir que là, cet utilisateur, bah, clairement, il est soit anglais, soit américain, qui fonctionne sous Windows 10, NT010, en version 64 bits, et qu'il utilise Chrome en version 80. La dernière fois, en OSINT, je vous disais, on peut faire du footprinting. Eh ben, vous voyez que le footprinting, la signature numérique pour essayer de découvrir qui vous êtes, ça commence déjà par une simple requête get dans le body. Et avec ces informations, on en sait déjà beaucoup. On a votre adresse IP, le port de connexion, euh, votre système d'exploitation, votre navigateur et la langue que vous voulez utiliser. Donc, vous voyez déjà, ça fait beaucoup d'informations sur votre petite personne. Ensuite, la réponse.
Donc c'est pareil, aussi on peut utiliser un sniffer de paquets qui va permettre d'analyser. Et moi, par exemple, si je suis sur le réseau et que j'ai vu votre ordinateur se connecter, je vais dire, hé Coco, tu vas me filtrer toutes les requêtes à partir de cette hôte. Et là, imaginons que vous soyez dans un McDonald's ou dans une gare, un aéroport, un Starbucks café. Moi, je lance mon sniffer de paquets. Et si vous n'utilisez pas un VPN, là, je vais voir en temps réel toutes les informations des sites et des requêtes que vous envoyez. Ça, c'est une capture de Wireshark. Et là, je vais voir votre ordinateur, tac, 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 toutes les requêtes qu'il fait à distance. Je vais savoir si je sais analyser une log Wireshark. Je vais même pouvoir enregistrer le fichier, on appelle ça un fichier PK, pour pouvoir après craquer vos mots de passe, s'ils sont chiffrés. Et s'ils sont en clair, et que vous vous connectez à un serveur HTTP, et que vous tapez Bobby mon mot de passe, dans Wireshark, en temps réel, je vais voir que vous avez rentré votre mot de passe, votre user, votre, en fonction du login, Bobby. Je vais voir Bobby apparaître et je vais voir password, je vais voir mon password. Donc vous voyez la puissance en fait quand on sniffe des paquets réseau et surtout quand on passe par le HTTP qui n'est pas chiffré malheureusement. Donc ça, c'était tout ce qui est requête. Maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui est réponse, puisque c'est un échange permanent entre votre ordinateur, le client, votre navigateur web et le serveur distant. Donc, qui dit requête dit réponse. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous lui dites bonjour. Il vous répond bonjour. Après, tu lui dis, tu vas bien. Il va vous répondre, ouais, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Quoi, vous allez lui dire, on se prend un café? Ouais, on va se boire un petit café avant de commencer le boulot. Voilà une communication entre deux individus au travail, très tôt le matin. C'est une succession de phrases, de réponses, de phrases et de réponses, ainsi de suite. C'est pareil, les ordinateurs communiquent entre eux, ils sont polis, ils se disent bonjour, ils se disent au revoir. Donc les réponses. Les réponses, elles ont une structure à peu près similaire aux requêtes. La première ligne décrit le statut et vient un verbe et un path. Donc path, c'est le chemin, le sentier, c'est ce qu'on utilise pour savoir où est la ressource, où est présente la ressource. Et on a des codes de retour. Ces codes d'erreur, en fait, ou de non-erreur, parce que c'est pas forcément des erreurs, mais le plus familier, c'est le 404, qu'on a tous vu on se balade et que la ressource n'est pas disponible. Le fameux not found en HTTP 404. Mais il y a d'autres codes et c'est par range, c'est par intervalle. Donc de 100 à 199, ça nous donne des codes d'information. C'est informatif. Tout ce qui est réussite, succès, ça va de 200 à de 299. 200, comme je vous dis toujours, c'est OK. C'est une réponse normale lorsqu'on fait un get. Donc quand vous énumérez des ressources à distance sur un serveur, via Dearbuster, via GoBuster, comme je vous montrerai plus tard, nous, ce qu'on attend, on veut un code 200. Ça veut dire que la ressource est présente. Si elle est présente, je peux deviner à distance que je vais pouvoir accéder à cette ressource, la pirater, l'exploiter. Donc c'est vachement utile quand on fait un test d'intrusion. Ensuite, on a tous les redirects. Donc ça, c'est redirection. C'est-à-dire que vous demandez une requête et le serveur vous répond, vous dit, ouais, pas de problème, j'ai bien la ressource, j'ai bien l'information sur mon système d'information, mais par contre, je vais devoir te rediriger vers un autre endroit du serveur. Là, c'est de 300 à 399. Ensuite, on a les erreurs. Les erreurs côté client. Donc, dans votre tête, faites bien la part des choses. Quand vous êtes sur Internet, il y a votre machine cliente. Votre machine cliente, ça peut être votre navigateur web, ça peut être votre client FTP, ça peut être votre client, je sais pas, BitTorrent, peer-to-peer, un jeu. Ça, c'est côté client. Qui dit client, c'est vous le client. Vous êtes toujours le client, à moins d'héberger un serveur sur votre machine cliente. Mais sinon, le client, c'est tout le temps vous. Et après, donc ça, c'est le front-end, en fait. Quand on peut parler aussi de front-end. Le front-end, c'est ce qui est servi. Et quand on sert, généralement, c'est servi au navigateur. Les ressources sont présentées à partir d'un serveur distant et servies à votre navigateur.
Ça, c'est le front-end, c'est côté client. Et par opposition, quand vous vous connectez à un serveur, là, c'est côté serveur. Et là, on parle de back-end en anglais. Donc, front-end client, back-end côté serveur. Donc, de 400 à 499, ce sont toutes les erreurs côté client de votre navigateur. Donc, soit quelque chose s'est mal passé, soit parfois vous demandez des ressources qui ne sont pas présentes. Ensuite, de 500 à 599, là on passe aux erreurs côté serveur. Donc le serveur a essayé de charger une ressource. Par exemple, malheureusement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur le site et la base de données n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à charger pour vous la page. Elle le fait peut-être pour d'autres utilisateurs, mais là, elle est saturée. Et là, il va vous dire que bah, il y a un problème. Essayez de charger la page internet dans quelques secondes. Et là, peut-être la base de données sera disponible et va pouvoir vous envoyer des ressources. Ou il peut y avoir un problème réseau, il peut y avoir un engorgement ou une saturation, comme je vous disais, de la mémoire, du CPU, du serveur ou de la base de données. Les disques durs, les SSD qui font fonctionner la base de données ne sont pas assez performants pour pouvoir supporter la charge sur le serveur. Donc tout ça, ça sera l'erreur sur côté serveur. Donc, vous pouvez avoir de plus amples détails ici. Si vous allez sur développeur Mozilla org ENS doc web HTTP status. Donc, encore une fois, hein, on parle d'OSINT, mais la première technique d'OSINT, c'est quand on ne connaît pas une information, c'est d'aller récupérer soi-même les ressources sur Internet. Ça, c'est le premier truc. Et si vous voulez devenir hacker, hacker éthique, la mentalité hacker, la première règle, c'est un hacker, c'est quelqu'un qui prend le temps de comprendre les fonctionnements de telle ou telle chose, de tel ou tel domaine de compétences, de telle ou telle technique. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne un objet, comment fonctionne une technologie, pour pouvoir ensuite se l'appréhender et pouvoir l'attaquer, pouvoir la modifier, pouvoir la hacker. Mais le principe du hacking, et le hacking, je vous répète, c'est pas du hacking en informatique. Le hacking, c'est une philosophie. Et le but, c'est de comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'on utilise. C'est pas bêtement être un consommateur comme on voudrait qu'on le soit. Le but, c'est d'utiliser son cerveau et c'est le plus bel objet que Mère Nature nous ait donné, c'est votre cerveau. Utilisez votre cerveau, c'est une arme. Et plus vous allez faire l'effort d'aller chercher les informations, plus vous apprendrez des choses et plus votre dextérité va s'accroître. Parce que, comme je vous disais toujours, savoir, c'est pouvoir. Le pouvoir, vous allez vous le donner grâce à vous-même. N'attendez rien des autres, apprenez, soyez patient et ayez cette soif de connaissance. Et quand on utilise un objet, essayez à chaque fois de comprendre comment il fonctionne. Alors ça peut être très technique, mais on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Si vous passez un peu de temps à comprendre comment fonctionne une boîte de vitesse, sans être mécanicien, vous aurez quand même tout l'aspect théorique. Et on ne vous demande pas de démonter une boîte de vitesse. Ça, c'est le hacker le plus haut. Je vous donne un exemple très trivial. Mais déjà, quand on commence, il est important de savoir déjà la théorie, comment fonctionne une boîte de vitesse. Après, savoir la réparer, la démonter. Comme je vous fais une analogie au niveau du hacking, eh ben c'est pareil. Le mécano qui est très peu expérimenté, il aura que la théorie. Et un mécano qui met les mains dans la graisse, bien sûr, il saura réparer une boîte de vitesse, il saura même l'améliorer. En hacking, c'est pareil. On commence par la théorie, on passe à la pratique, et une fois qu'on s'est fait la main et qu'on a toute l'expérience, on peut maintenant essayer de développer notre petite popote, voir comment on peut améliorer nos techniques, comment on peut hacker le système. Mais pour pouvoir hacker le système, ou un concept, ou une idée, ou un objet, il faut savoir déjà comment il fonctionne. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne va pas vous prendre par la main, c'est à vous d'aller faire les recherches. C'est à vous, sur votre temps libre, d'aller récupérer les informations et de comprendre comment fonctionne. Ça, c'est la mentalité hacker. La mentalité hacker, c'est pas péter des systèmes informatiques, pirater les gens, leur voler des informations et revendre tout ça sur le darknet. Ça, c'est des crackers. Ça, c'est les black hats qui font ça.
La vraie mentalité hacker, c'était des universitaires au début de l'informatique dans les années 70 qui se sont dit comment on peut révolutionner nos systèmes d'information, comment on peut interconnecter nos ordinateurs pour essayer de transformer, pour le meilleur et pour le pire, la société. Donc, ayez cet esprit hacker, et ça commence par récupérer des informations, comprendre les concepts, et si jamais on bloque sur un point, ça sert à rien de se dire ah ouais, mais ça je le verrai plus tard, parce que ça me saoule, parce que plus vous allez monter en compétence, plus vous allez comment dire mettre la main dans le cambouis, plus il vous faudra les bases. Parce que si vous n'avez pas les bases et que vous vous attaquez à des concepts complexes, eh ben vous allez vous casser les dents. Et ça va vous rendre fou, vous allez rien comprendre. Et si, voilà, il faut vraiment, vraiment apprendre les bases. Les bases, c'est important. C'est pour ça qu'il y a une méthodologie en hacking. On commence pas à aller attaquer les serveurs du Pentagone. Parce que vous allez vous retrouver en prison ça va mal se passer. Alors que si vous apprenez toutes les techniques et que à la fin vous pouvez faire des attaques qui sont totalement furtives, là, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. C'est un exemple très trivial que je vous donne et je vous déconseille d'aller attaquer le Pentagone, naturellement. Donc, revenons à nos moutons. On a vu les codes d'erreur et on voit qu'on en a énormément. À chaque fois, aller récupérer des ressources. Moi-même, vous voyez, il y a énormément de codes d'erreur. On ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Mais il y en a qui reviennent de façon récurrente. Et si vous avez un doute, allez chercher l'information. Voilà, c'est comme les ports réseau, hein. Il y en a 65 536. Déjà connaître les 1000 premiers, c'est pas mal de tête. Mais on vous demande pas de tous les apprendre par cœur. Heureusement, vous avez Internet, à moins que vous soyez perdu dans le désert. Mais dans ce cas-là, je vois mal comment vous pouvez aller pirater une machine ou faire des tests d'intrusion. Généralement, vous serez connecté à Internet et rien ne vous empêche de récupérer les infos. Donc, je vous parlais d'autres méthodes. Vous voyez il y a une autre méthode. On parlait des headers. Il y a une méthode qui s'appelle head. Et c'est donc les headers qui sont dans le corps. Il y a put et post qui permet de décrire donc le résultat d'une action qui est transmise au corps du message. Et enfin, on a une fonction qui s'appelle trace qui permet de contenir le message de requête qui est reçu par le serveur. Donc vous voyez, on en a différentes. Mais très souvent, vous verrez que généralement c'est du post, c'est du get. Les autres, c'est utilisé par les administrateurs système pour mettre à jour le serveur ou les ressources qui sont disponibles. Voilà, bon, je m'égare. Revenons à nos moutons. Donc, on voit que les réponses des headers sont très importantes. C'est la base, c'est ce qui arrive en premier sur le serveur, et ça nous permet de dire, euh, en gros, qui fait quoi à la fois sur le serveur web ou côté client sur votre navigateur. Donc, on verra les cookies un petit peu plus tard, et là, on va voir un petit peu donc la réponse dans un corps, donc dans un body, à partir d'une requête get. Il est souvent important et souvent naturel de récupérer des informations comme un fichier JSON. JSON, c'est une mise en page, c'est un format qui est très souvent utilisé sur Internet. Ça aussi, il faudra l'apprendre. Et l'avantage qui est là, dans les fichiers JSON, c'est qu'il est intelligible à la fois pour la machine et à la fois pour une personne humaine. C'est très facile, un peu comme le HTML, comme le CSS ou d'autres langages. Il est totalement intelligible par un homme. Ou le XML, c'est un meilleur exemple. Et donc, pour les requêtes POST, on peut aussi avoir un message de statut ou quelque chose de similaire. Donc là, on a un autre exemple. C'est une réponse d'une requête GET et il nous dit, première ligne, OK, communication acceptée sur le protocole HTTP en 1.1, 200. Donc OK, je t'affiche la ressource. Et la communication, elle s'effectue à partir de bytes. Ouais, c'est ce qui est accepté, forcément. Là, on a la longueur de la réponse. On est à 28 bytes. Ensuite, on a content type. Là, en gros, c'est une application qui répond et on lui demande de charger du JavaScript. Et il y a le charset. Le charset, c'est l'encodage sur une machine.
Et là, on utilise la norme universelle UTF-8 qui est très, 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 très utilisée, qui vous permet d'afficher les 250, je sais pas combien de mémoire, langues qui sont disponibles sur la Terre. Parce que en fonction de l'encodage, certaines langues, par exemple le cyrillique ou les kanji japonais, bah, ça va être un petit peu compliqué de les afficher dans certains encodages. L'UTF-8 vous permet d'avoir une compatibilité avec l'ensemble des langues qui existent sur Terre. Ensuite, on a le last modify. Donc, quand est-ce que la ressource a été modifiée la dernière fois? Là, il nous dit Wednesday, donc euh, mercredi, pardon, le 12 février 2020 à 12h51 40 avec le fuseau horaire GMT. Nous, pour rappel, on est en GMT 3 ou GMT 2 plus. Ça nous permet de connaître parce qu'il y a les serveurs temps pour pouvoir communiquer sur Internet. Il y a des serveurs temps qui vérifient que votre ordinateur est à la bonne heure pour pouvoir communiquer. Si vous n'êtes pas synchronisé par le serveur temps, votre navigateur web vous dit là je peux pas communiquer, ta machine elle n'est pas à l'heure. Parce que pour pouvoir s'assurer de la fiabilité des communications, on passe par un horodatage, un horodateur qui va enregistrer toutes les communications à la seconde près. Et on a aussi la date. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben là, tu vas nous charger dans la console un fichier log et tu vas m'afficher coucou le monde, hello world. Donc, j'ai essayé de rentrer dans les détails, de vous expliquer, à mon avis, pour les personnes qui connaissent un petit peu déjà tout ça, c'était assez trivial, mais c'est comprendre comment on communique, comment on parle et on répond quand on affiche une simple page web, et ben c'est le client qui communique au serveur. Donc, quels verbes sont utilisés pour un login? On a vu que, à l'opposition du get, c'était du post. Quel verbe est utilisé euh, pour vous afficher en fait votre compte en banque en fait vos oh j'ai du mal ce qui vous reste sur votre solde, ça y est j'y arrive, votre solde de compte en banque quand vous vous connectez à l'application sur le site web de votre banque. Bah c'est pareil, quand vous vous loguez c'est en poste. Alors retourne pour moi, je relis. C'est pas du poste. Moi j'aurais dit du poste, non? C'est du get. Je m'embrouille déjà, quoi. Ah ouais, c'est du 4, autant pour moi. Alors, est-ce que le corps d'une requête get a de l'importance? Ah là, oui, bien sûr. Comme je vous ai dit, on peut récupérer énormément d'informations. Donc, pour moi, je dirais hier. Donc, est-ce que le corps, le body d'une requête get a de l'importance? Euh, Bah non, en fait. Parce que ce qui est important, c'est le header. Vous n'êtes pas obligé de mettre le body, c'est facultatif. Donc, non, ça serait plutôt na. Et quel est le code pour qui répond je suis une théière? On va aller voir, récupérer l'information. Et donc ça, les informaticiens ont beaucoup d'humour. Donc, je suis une théière, le serveur refuse de vous faire un nouveau café avec une théière. D'accord, c'est de l'humour d'informaticien. On va chercher complet. Donc le 418, yes. Et quel code de statut vous permet de vous authentifier à du contenu quand vous n'êtes pas authentifié. Bah, pour moi, c'est le 200, mais je me trompe peut-être. Non. Alors, on va pas chercher. Ça vous prouve que moi-même, j'ai pas tous les codes en tête. On va voir.
On va faire une recherche. Authentification. Ok. HTTP Authentification, là, je l'ai vu. On avait plutôt là-dedans. 401. Voilà. Donc en effet, si vous avez besoin de vous authentifier et que vous accédez à une ressource, vous accédez à une ressource qui n'est pas autorisée, le serveur va vous répondre et va vous dire: Hey Coco, HTTP erreur 401, tu n'es pas autorisé. Et là, va demander au navigateur de l'utilisateur de se connecter. L'utilisateur se reconnecte via une nouvelle requête, rentre ses mots de passe grâce à du post, du get, pardon, et le serveur autorise via une clé de chiffrement qu'on voit ici. Et là, le navigateur web de l'utilisateur peut accéder aux ressources et soit il y a un code 200, ok, tu peux accéder aux ressources, soit bah, c'est du 403 forbidden, tu n'es pas autorisé. Donc ça, c'est les communications. Et pourquoi je vous parle de two-way handshake, donc la poignée de main à deux niveaux, parce qu'il y a deux acteurs. Il y a la partie client, la partie serveur. Et à chaque fois, on fait pim, une poignée de main, une poignée de main, une poignée de main, une poignée de main. Et à chaque fois qu'ils se servent la main, ils se serrent la main, pardon, comme nous, eh ben, il y a une information qui est transmise. C'est pour ça qu'on appelle, en anglais, en réseau, on appelle ça un handshake. On se serre la main, se dire bonjour, établir la communication, pour transmettre les informations et après se dire au revoir quand on se déconnecte du serveur. Donc tout ça, c'est vraiment les bases à apprendre. Et vraiment, c'est vrai que le site de Mozilla est super bien fait, quoi. N'hésitez pas à aller apprendre tout ça, parce que ce sont vraiment les bases, les redirections, les cookies, la négociation du contenu, les requêtes, la mise en carte, les contrôles d'accès, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, il faudra l'apprendre. Si vous êtes curieux, en plus, c'est vachement intéressant. Ça permet de, on a l'habitude d'aller sur Internet, de taper des trucs. C'est un peu la magie, quoi, hein. C'est de la magie noire. Le truc qui nous affiche des vidéos, des images, il nous redirige vers des liens hypertextes, tout ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant de comprendre, en fait, ce que fait votre navigateur concrètement, quoi. Comme je vous disais, la logique du hacker, c'est de comprendre, pas de faire les choses, mais de comprendre déjà ce qu'on fait et quelles sont les interactions et comment ça fonctionne. Et là, vous allez vraiment, quand vous serez capable de comprendre tous ces concepts et d'analyser bah, du code HTML, du CSS et tout ça, vous allez voir Internet, et en tout cas le World Wide Web, vous allez le voir d'un autre œil. Parce que vous saurez exactement ce que fait votre navigateur, pourquoi il affiche ça ou ça, quels sont les codes d'erreur, comment ça fonctionne quand vous vous authentifiez à des réseaux sociaux, à quoi servent les cookies, et j'en passe et des meilleurs. Analyser le code source, voilà. Ça c'est pour le commun des mortels. Ouais, on lit du texte, on clique, on passe de redirection en redirection. Après, vous allez voir, niveau développeur, voilà, là on passe au code source. Et là, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Là, c'est ce que lit l'informaticien. Le développeur utilise ça, il n'y a pas de problème. Là, il y a les P, on a les lits, on a des divs qui vont nous permettre de séparer nos chapitres en HTML. Et donc, bien sûr, si on présentait ça à une personne néophyte, c'est du chinois, hein. C'est du vrai chinois. Et ben ça, avec l'expérience, vous serez capable de le lire et de comprendre exactement ce que fait le code source. Et vous voyez que bah, c'est pas très agréable. Il vaut mieux une belle page présentée où on peut cliquer avec des liens hypertextes. Mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et ce que fait votre navigateur, et ce que fait en retour le serveur web.
Donc voilà pour les fondamentaux. On va passer aux cookies. Donc les petits gâteaux. Les petits gâteaux, c'est vachement bon avec le thé ou le café à l'heure de la pause. Mais les cookies, c'est en fait des chunks, des bouts de données, des petits morceaux de bits de données qui sont sauvegardés dans votre browser. On a l'habitude d'utiliser les cookies, c'est transparent pour nous, mais une fois que le cookie est enregistré avec votre mot de passe, votre utilisateur, généralement quand vous allez sur Facebook, sur Twitter, eh ben il vous redemande pas à chaque fois votre mot de passe, à moins que vous vidiez les cookies dans votre navigateur. Dans ce cas-là, la prochaine fois, il va vous demander de vous réauthentifier. Mais généralement, les cookies permettent plus de transparence pour l'utilisateur et une facilité d'accès. Moi, là, chaque fois que je vais sur TryAcme, il me demande pas mon mot de passe, il me demande pas mon adresse IP, il me demande pas quel protocole HTTP je veux utiliser, si c'est du HTTP ou du HTTPS, il me demande pas si je suis saltimbanque. Non, pourquoi? Parce que toutes ces données, elles sont dans le cookie de mon navigateur. Voilà, hein, très simplement. Si je vais dans mot de passe, eh ben là, il y a un cookie. Et dans le cookie, j'ai plein de cookies sur mon navigateur. Et ben là, il y a un cookie avec oh, vous pouvez attaquer cette adresse mail, elle est bidon, il n'y a pas de souci. Et donc ce cookie, eh ben, il y a mon mot de passe qui est présent ici, qui est enregistré, qui est encapsulé avec mes données de connexion. Donc voilà, grosso modo, à quoi servent les cookies. Ils permettent de stocker des informations. Et c'est sauvegardé, donc vous pouvez avoir autant de cookies dans Chrome qui sont présents également dans Firefox. Par contre, vous pouvez rarement utiliser les cookies de Chrome et les utiliser dans Firefox. Chaque navigateur web a ses cookies et ils ne sont pas transposables. Par contre, un hacker, si jamais il arrive à mettre la main à exploiter une faille sur votre navigateur, peut tout à fait récupérer les cookies de Chrome, les cookies de Firefox, télécharger la même version de Chrome ou la même version de Firefox que vous, et là, utilisez vos cookies pour usurper votre identité et se connecter à votre place. Il aura juste à spoofer l'adresse IP pour se faire passer pour vous. Et ça, franchement, c'est pas très compliqué. On peut modifier une adresse MAC, on peut modifier une adresse IP. Et là, c'est très dangereux parce que sans aucun mot de passe, il va pouvoir accéder à vos réseaux. Donc, il y a plein d'utilisations différentes pour les cookies, mais très souvent, comme je vous le disais, ça fait deux choses, des choses bien et des choses néfastes. Une chose bien, c'est tout ce qui est session management. Donc, gestion de session, ça permet de vous identifier sans à chaque fois taper votre adresse mail, votre user et votre mot de passe. Mais ça fait aussi de la merde, parce que ça fait de l'advertising, ça fait de la publicité. Et ce sont des cookies qui vont venir vous traquer. Tous ces cookies-là, qui permettent de savoir aux GAFAM, en gros, sur quel site vous allez. Donc les cookies sont envoyés normalement à chaque requête HTTP envoyée par le serveur. Envoyée au serveur, pardon, par le navigateur web. Donc, il y a le principe de stateless, en fait. Stateless, c'est-à-dire que chaque requête est indépendante. Et il n'y a pas d'état qui est supervisé, qui est traqué en interne. C'est-à-dire que c'est une succession de requêtes HTTP et on ne peut pas connaître l'état en interne. Donc, pour ce faire, pour pouvoir savoir exactement, bah aussi, parfois, traquer l'état, ça permet aussi de régler les problèmes, troubleshooter les programmes, comme on dit en anglais. Et ben justement, les cookies, ça permet de garder des traces. Et garder des traces, c'est plus l'historicité, c'est ce qui vous permet notamment de vous reconnecter à un service sans rentrer à nouveau votre mot de passe. Donc ça peut avoir du bon, il n'y a pas de problème. Et ça permet à des sites de garder donc des traces de certaines données, de ce que vous avez fait. Par exemple, quand je vais sur Amazon, je choisis trois livres, je les mets dans dans mon panier. Et là, la prochaine fois que je vais aller, si je me déconnecte et je ne fais pas l'achat, eh ben, on verra que dans le panier, il y a toujours les trois livres que j'avais choisis. Donc ça permet pour un utilisateur déjà d'avoir ses repères
et ça va permettre aux sociétés de vous vendre toujours plus de merde. Donc les cookies, ils peuvent être découpés en différents morceaux. On a le nom, on a la valeur et on a une date d'expiration et un chemin. Donc le nom permet d'identifier le cookie. La valeur, eh ben, elle est stockée. The value is where data. La valeur est l'endroit où sont stockées les données, pardon. Et la date d'expiration permet à un navigateur web de effacer en fait et de se débarrasser du cookie automatiquement. Et le chemin, lui, détermine en fait les requêtes que le cookie peut envoyer. Donc le cookie est normalement seulement envoyé avec des requêtes. Ouais. Donc le cookie généralement est envoyé à un serveur web qui les a émises. Moi, j'utilise un cookie Facebook. Généralement, le cookie Facebook, il va fonctionner qu'avec le site Facebook. Le problème, c'est qu'on peut détourner l'utilisation des cookies et d'autres sites peuvent voir dans mon navigateur en fait eh ben, un cookie Facebook et grâce à ça, eh ben, ils vont pouvoir faire du tracking ou faire de la publicité et me vendre des produits parce qu'ils me reconnaissent grâce au cookie Facebook. Un exemple. Donc le serveur euh, donc gère en fait les cookies via un header de réponse qui s'appelle set-cookie. Et alternativement, on peut aussi utiliser du JavaScript dans le navigateur pour gérer tout ça. Donc, l'utilisation des cookies. Quand vous êtes connecté à une application web, vous avez ce qu'on appelle un session token, un ST. Le session token vous permet de vous authentifier et d'utiliser une application web. Quand je veux utiliser l'application web Facebook, je me connecte via un cookie qui va me donner un session token, donc qui va m'autoriser à me connecter au service pendant un certain temps. Au bout d'un mois, peut-être, il faudra que je crée un nouveau session token avec mon cookie pour pouvoir à nouveau me connecter à la machine, au service Facebook. Donc ça permet au serveur d'identifier vos requêtes et de faire la part des choses. Est-ce que c'est vous qui demandez ces requêtes au serveur distant, à l'application web, ou c'est Bobby, ou c'est Alice, ou c'est John. Et donc en effet, si vous voulez eh ben, le session token de quelqu'un d'autre, eh ben, vous pouvez usurper son identité et se connecter à la place de l'utilisateur. Donc ça peut être très dangereux. Comment on peut manipuler aussi les cookies? Ben, en fait, il y a des outils développeurs qui sont utilisés par les webmasters, qui sont utilisés par les web devs, et en fait qui vous permettent de voir et de modifier les cookies. Dans Firefox, on peut faire F12, en effet, aller dans l'onglet Storage, et ici, et on peut voir tous les cookies qui sont gérés. Là, je vois mes cookies qui sont gérés par TryAcme. Et on voit qu'on a différents noms avec différentes valeurs. Ça, on voit tout à fait qu'on peut tout à fait accéder aux cookies sans aucun problème et utiliser même des plugins. Je vous conseille un très bon outil qui s'appelle, je le retrouve, Addon Cookie Editor. Ouais, Cookie Editor. Bon, il y en a plein, ils font tous le même boulot, mais moi j'utilise celui-là. On va l'installer d'ailleurs. Voilà, moustache chauve. Voilà, c'est celui-là. Et donc ça, c'est pareil. Bim. Maintenant, j'ai un nouvel onglet. Et là, en temps réel, je peux modifier, éditer les valeurs pour essayer d'usurper un service. Usurper l'identité de quelqu'un. Je vais pouvoir rentrer les données et me connecter sur le site et modifier mon cookie en temps réel, en créer de nouveaux, les effacer, les sauvegarder. Très, très utile. Je vous conseille ce plugin qui est génial. Donc, on voit bien que, en gros, bah, on n'a pas à s'en cacher. On peut tout à fait accéder à nos cookies, bah, qui nous appartiennent. Après, si vous faites ça avec les cookies de quelqu'un d'autre, là, vous commencez à faire des choses qui sont pas très bonnes. Mais là, si on a le droit d'accéder, nous, moi, j'ai le droit d'accéder à mes cookies, c'est normal.
Donc, on peut modifier les cookies aussi, comme je vous le disais, et ça permet certaines manipulations. Et donc, d'autres alternatives. Donc, très lentement, pour d'autres utilisations, on a le local storage et le session storage qui sont utilisés à la place. Ils ont des fonctions similaires, mais ils ne sont pas envoyés par des requêtes HTTP par défaut. Ce sont la nouvelle norme. Vous savez, avant, on utilisait le HTML. Là, il y a la dernière version HTML5 qui permet d'afficher de la 3D, qui permet d'afficher et de charger des API, des jeux vidéo, des vidéos. Et c'est pour ça qu'on se sépare. Là, on n'a plus besoin de Flash Player, on n'a plus besoin de tous ces plugins qui ouvrent en plus des backdoors sur nos ordinateurs. Le HTML5 gère tout. Donc, petit à petit, on a une transition des sites web vers du HTML5 parce que c'est beaucoup plus puissant et c'est la dernière version du HTML et la plupart des sites maintenant tendent à migrer vers le HTML5. Donc, voilà un petit peu. euh, on aura tout survolé. Voir, bon, c'est très simple, mes explications. Donc, bien sûr, naturellement, je vous conseille d'aller creuser, d'aller récupérer des ressources en français, ou si vous êtes à l'aise avec l'anglais, allez récupérer toutes les ressources que vous propose l'outil. Là, on a une nouvelle ressource, WebDev. Je vous la mettrai dans la vidéo en lien, tout ça. Comprendre comment fonctionnent les cookies, c'est important. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de lectures. Et si vous avez besoin d'aide, je vous conseille Mate Translate. Pareil, pouvoir traduire. Et je comprends que tout le monde n'est pas bilingue en anglais. C'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire, pardon, je pars en couille, c'est d'aller dans les add-ons. Je vous ai dit toujours, hop, utilisez ce plugin qui est génial. Google Translate, c'est de la merde. Mate Translate, c'est celui-là. Et à eux, vous l'ajoutez. Et là maintenant, toutes les ressources que je vais vous mettre en source dans la description de la vidéo, vous pourrez accéder aux ressources sans problème et pouvoir traduire et passer de l'anglais au français sans aucun problème. Je vous remonte encore une fois parce que vraiment, cet appli, le plugin est génial. Et généralement, c'est très très bien traduit. Donc là, je sais pas pourquoi il met 50 000 ans pour télécharger ça. Ok. Voilà. Une fois que vous l'avez là, cliquez dessus et vous lui demandez quoi? Traduction automatique, ça vous laissez. Par contre, là, moi, je veux qu'il me passe tout en français. Smash. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez, vous ne prenez pas la tête. Et on revient sur n'importe quoi. Et là, il y a un truc que j'ai pas compris. Sécurité Basic Authentication. Hop, voilà. Là, j'ai surligné. Vous cliquez sur le bouton. Si il disparaît, vous n'avez pas le temps de cliquer dessus, c'est pas grave. Faites clic droit. Et là, vous faites automatique détection into French. Hop, et voilà. Et là, à chaque fois, je peux recommencer et lui demander de transformer cette page en français. Si vous ne l'avez pas, vous faites Translate this page to French. Et là, j'ai accès. Sécurité de l'authentification de base, comme l'ID utilisateur, le mot de passe sont transmis sur le réseau sous forme de texte clair. Il est encodé en base 64, mais base 64 est un encodage réversible. Le schéma d'authentification de la base n'est pas autorisé. HTTPS TLS doit être utilisé avec l'authentification de base. Sans ces améliorations de sécurité supplémentaires, l'authentification de base ne doit pas être utilisée pour protéger des informations sensibles ou précieuses. Et là, vous voyez comment la traduction est parfaite. Donc, n'hésitez pas, je vous donne tout le temps des ressources en anglais. Utilisez Make Translate pour vous pouvez carrément faire une page. Bon, au bout d'un moment, si la page est trop longue, ça devient un peu compliqué. Mais vous voyez que, bon allez, je m'arrête là. Hop, merde, je recommence, pardon. Et là, elle va tout me traduire. Après, vous pouvez faire un copier-coller, hein. C'est pas un problème. Pardon. Vous pouvez monter tout en haut là. C'est très utile. Vous cliquez là-dessus. Ouais, si tu veux bien.
Et là, en principe, il y a un... Voilà. Là, je sais pas pourquoi ça bug, mais on peut faire en gros copier-coller. Mais là, ça bug. Je sais pas pourquoi. Mais en principe, là, vous avez copié. Et vous pouvez copier dans votre WordPad, vous faire un fichier texte sur votre ordinateur et récupérer toute une page. Ou je crois qu'il y a même un bouton comme Google Translate pour traduire toute la page automatiquement en français. Mais je l'utilise jamais, mais ça doit être possible. Là-dedans, vous pouvez aller dans les préférences. Donc ça, bien sûr, la version payante est beaucoup mieux, mais déjà, ça fait le taf, la version gratuite. Je sais qu'il y a un truc qui vous permet de traduire, grosso modo, toute la page. Voilà, full page translation. Faudra regarder. Je sais plus comment on fait, mais comme vous pouvez traduire la page dans son entièreté, ça vous évite de bidouiller. Mais comme moi je suis à l'aise en anglais, généralement je prends que des petites parties où j'arrive pas à traduire rapidement et hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et là direct, bim, j'ai ma traduction qui apparaît au bout de quelques secondes. Donc c'est vachement utile. Je vous conseille de l'utiliser et bah, on va finir sur une petite partie le mini-game, entre guillemets, j'ai envie de dire. Je vais lancer la machine et on va se connecter et faire un petit CTF. Voir un petit peu comment ça se passe. Oh, je suis en train de lancer la machine. Euh, qui est dans une minute. Donc, voilà la présentation HTTP. Maintenant, on va voir un exemple concret avec la VM de Triad. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous demande. Donc, je vais fermer toutes les ressources et on va voir le CTF. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il est temps de mettre en place ce que vous avez appris. On va faire des requêtes HTTP. Vous pouvez faire des requêtes HTTP de différentes façons. Donc ça inclut aussi en dehors des navigateurs. En effet, on peut utiliser curl ou des applications genre SOAP ou REST, qui sont des interfaces de programmation pour faire des requêtes vers des serveurs distants et pour automatiser des tâches qui sont répétitives. Par défaut, donc curl permet d'effectuer des requêtes GET sur n'importe quelle URL que vous lui donnez. Là, vous pouvez faire un curl sur HTTPS. Curl permet également de récupérer ou de modifier ou de téléverser des fichiers vers un serveur distant. Vous pouvez par exemple récupérer la page principale de TryAcme via une requête GET request. Donc on va voir comment faire ça en utilisant donc les flags avec curl. Donc on va pouvoir lui mettre plein d'arguments et utiliser différents flags, comme on dit, donc différents paramètres pour spécifier tel ou tel type de requête. Par exemple, une requête en xpost avec le flag x. On va pouvoir spécifier les données aussi qu'on envoie via la méthode post avec l'argument data qui permet d'afficher du texte en clair. Et on peut aussi... faut-il préciser, pardon, que curl ne sauvegarde pas les cookies. Il faut spécifier manuellement les cookies et les valeurs que vous voulez lui envoyer. Tout ça en argument. Et ce que vous envoyez, si c'est des cookies qui sont envoyés par curl, faut regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, mais voilà, ça demande quelques connaissances. Et curl, c'est un superbe outil qu'on utilise beaucoup en entreprise quand on fait du développement web, on fait du front-end, et quand on développe une application web ou un site web, on veut savoir si les requêtes distantes fonctionnent vers notre serveur web ou via notre client. On va se servir de curl pour faire des appels distants vers une ressource. Donc, euh, donc il y a un serveur web apparemment qui tourne sur le port 80-81. Donc on va le récupérer
et il faut récupérer les flags. Donc on va essayer de récupérer les flags. Il me l'a pas déployé, je comprends pas. Tu peux pas le déployer. Oh, si tu veux bien démarrer, ce sera cool. Ok, on va attendre 1 minute que la machine soit joignable. Pardon, autant pour moi. Et on va voir comment on peut récupérer les flags. Donc curl en fait, la syntaxe est assez simple. Je vais vous montrer là déjà, ça sera un bon exemple. Je vais récupérer la commande. Donc vous l'utilisez dans votre terminal. On va ouvrir une nouvelle session. Est-ce que je suis toujours connecté au toc toc toc? Ouais. T'as terminé tout. Ok. Bon. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va voir si on fait notre petite commande curl. Qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? Très simplement. Et ben là, il nous affiche la page web d'introduction de Try Hack Me, mais pas dans mon navigateur web. Vous voyez bien que le navigateur web vous présente la page et que c'est beaucoup plus lisible. Là, au format brut, il nous a récupéré la présentation, la page de présentation du site Try Hack Me. Et on voit qu'on récupère exactement, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère le code source. Si je vais sur tryhackme.com à la racine et que je fais, vas-y, montre-moi le source page, voilà ce que nous a téléchargé curl. Vous voyez qu'avec une commande, on peut télécharger, même copier un site, et c'est très utile pour récupérer des données. Par exemple, vous pouvez faire un curl sur un site web que vous voulez usurper. Je vais aller sur le site de la banque postale. Je vais faire un curl sur le nom de domaine à la racine, sur l'index PHP par exemple. Et ça va me permettre de récupérer tout le code source pour pouvoir émuler un serveur et me faire passer pour la banque postale. Je vous donne une idée comme ça. Mais curl, ça peut être utile. Ou on va pouvoir utiliser curl pour modifier directement des ressources sur le serveur. Et si le serveur est mal configuré, on va pouvoir l'exploiter. Donc on va voir. On va commencer par la requête get et comment on peut faire une requête get sur le serveur. Et on veut taper dans CTF get. On a notre adresse IP. On voit qu'on peut se connecter à ce serveur. Il répond sur le port 80-80. On va voir, on va y aller directement. Tac. Ok. D'accord. Donc, on a 4 flags à récupérer. C'est parti. Donc, on va commencer, je vous disais, par le get. Donc, le get, c'est très simple. On fait notre commande cœur. On est d'accord. Là, je vais taper le nom de la machine que j'ai récupéré là. Donc, c'est pas HTTP, mais c'est plutôt l'adresse IP. Ok. Je lui précise le port de communication quand même, parce qu'il a besoin de le savoir. Et moi, ce que je veux, c'est à la racine. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'était fget. J'invente rien. C'est ce qu'ils nous demandent. Et là, si je peux rentrer, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, j'ai récupéré la ressource qui s'appelle get, qui est présente à la racine dans une sous-arborescence qui s'appelle CTF. Et j'ai dit à curl, hey Coco, tu me télécharges le fichier, je te donne l'adresse IP et je te donne le port de connexion. Curl, il m'a dit, pas de problème. Tiens, la ressource, c'est ça. Get, dans get, il y a ça. Ça, c'est quoi? C'est notre flag. Hop, on va aller récupérer. On revient sur notre exercice. Et est-ce que c'est le get flag? Tadam! Et ouais, c'est le bon flag. Maintenant, comment on peut faire une requête post? Post, il nous demande quoi? Ils veulent qu'on fasse une requête post avec dans le body
flag please et dans CTF post. Donc comment on peut faire ça? On retourne sur notre terminal, on va clear et maintenant on va voir comment on peut donc mettre dans le body, mettre via X, le tiret X dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux X data, et ben je vais me servir de cette commande pour être gentil avec lui et lui demander poliment la ressource. Donc K, on revient pareil, on veut notre adresse IP, sauf que là, ça change. C'est plus c'est get, c'est post, puisque maintenant c'est cette adresse. Ok, qu'est-ce qui change maintenant? Bah là, on va mettre notre argument X, le fameux X, et on veut faire une requête, pas en get, on veut une requête en post. Et là, on va faire en fait deux tirets. On va mettre data, parce qu'on veut de la donnée, et dans cette donnée, en gros, ça va écrire dans le body. Et là, on va lui dire flag, please. Voilà. Et on lui a demandé gentiment. Après, rien ne vous empêche d'être vulgaire. Vous pouvez lui dire, voilà, à boule de flag. Ah! Quand on lui dit à boule de flag, il nous dit, ouais, vous n'avez pas fait la bonne requête. Donc vous voyez bien qu'il y a une vérification côté serveur. Là, je lui ai dit gentiment, flag, please. Et là, je lui dis à boule le flag. Et là, il a pas aimé, il me dit non, non. Dans ton body, vous voyez bien que "-x post "-data", ça me permet d'écrire dans le corps. On a notre header et ensuite on a le body, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc ok, on a notre flag, on va vérifier que c'est le bon, je pense que c'est le cas. Copier, coller. Super. Maintenant on passe au get cookie flag. Donc le get cookie flag, qu'est-ce qu'il veut? Ils veulent qu'on fasse une requête en get dans CTF get cookie et qu'on vérifie que le cookie le cookie que nous donne le serveur. Donc comment on peut faire ça? Bah c'est pareil, via du curl. On va pas inventer la poudre. Et on va voir une troisième type de requête via curl qui permet de récupérer des cookies. Et là, il y aura un argument en plus, c'est du curl. Et là, on va faire un tiret C. Donc ça, vous l'utiliserez énormément, énormément, énormément. Là, qu'est-ce que je fais? Je mets un autre tiret, je fais un espace, j'ouvre une parenthèse. Et là, je vais venir mettre, excusez-moi, mon adresse IP et mon port. Ça change un peu de la syntaxe, mais c'est un peu le même principe. Donc on a vu que c'était sur le port 80-81, et il nous demande quoi? Il nous demande d'attaquer sur CTF get cookie. On est d'accord. Ok? Sauf que j'ai ouvert, je ferme, simple code, hop, guillemets simple, voilà. Vérifie tes cookies, netscape http cookie file. Cette fichier a été généré par libcurl. Éditez-le à votre risque. Et là, en effet, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la machine en 10.10.238.80, il y a différents arguments, false, 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 et on a le flag, on récupère le cookie directement. Donc là, on voit qu'on a chopé le cookie à partir du serveur. Est-ce que c'est le bon? Ok. Maintenant, on va voir un peu le set cookie. Comment on peut faire un set cookie? Donc set cookie, pour définir un cookie, ils veulent qu'on mette le nom flag please et en valeur flag please. Dans le DevTool,
ou avec curl. Et make a get request vers CTF send cookie. Donc là, on va voir un petit peu comment faire via curl. Donc, curl. On a utilisé tout à l'heure curl C. Donc rien ne vous empêche pareil. Et l'habitude man curl. Voilà. Et là, on va voir man C moins man V. Qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez qu'avec curl, vous pouvez utiliser énormément de protocoles pour récupérer des fichiers. Et curl, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, curl est un outil qui permet de transférer des données vers ou de un serveur en utilisant des protocoles supportés. Donc, vous avez toute la liste de protocoles. Et vraiment, c'est un outil excellent, curl. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser, c'est super efficace. Donc, on a vu le tiret C, on va voir le tiret V. Je vous laisserai regarder dans la page man, même. Comme ça, voilà. À vous de chercher les arguments que je vais utiliser dans les exercices. Vous allez chercher vous-même et essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est curl-v. Cacao! Dodo! Et donc, ils nous ont dit quoi? Qu'il fallait flag. Please. Ça, c'est le nom. Je vais mettre un égal. Et je lui dis, en gros, eh ben, la valeur de flag please, le name flag please, est égal à la valeur flag please. Donc, pareil, deux fois. Flag please. Voilà. Ça me permet de définir le cookie via un curl v cookie avec mon nom et la valeur. Ensuite, le HTTP, cette fois-ci, vers la machine. Ah merde, putain, à chaque fois je me fais bon. Enfin, je l'ai en haut. Donc ça sera 10, 10, 238, 80, or 80, 81. Et cette fois-ci, on l'envoie vers CTF. C'était Send Cookie. Ouais, Send Cookie. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une requête GET vers CTF Send Cookie. Notre machine s'est bien connectée via le port 80-81, c'est confirmé ici. On a le host, c'est le serveur, c'est bien notre serveur là où on voit bien, c'est dans notre adresse IP qu'on a mis. Curl nous dit la version de curl qu'on utilise, qu'on travaille bien à partir de la racine. Et là, le cookie, le nom, c'est flag please, et la valeur, c'est flag please, comme on nous a demandé dans l'exercice. Requête HTTP, not found, et toute une série après dans le body. Et là, on voit que la connexion est restée intacte. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours connecté euh, au serveur et qu'on peut faire de nouvelles requêtes, soit GET, soit POST, comme vous voulez. Et vous voyez comment, grosso modo, on récupère tout ça. Et là, apparemment, j'ai fait une erreur. Pourquoi il nous la donne pas, cet enfant de salaud? Alors là, elle est bien bonne, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Flag color please, flag PLS, ouais, s'il faut de les majuscules, non, ça m'étonne. HTTP, ouais, on est bien en 10.10, 238.80, ouais. Port 81, CTF, vers send cookie, là. Send cookie, j'ai fait une faute. Et voilà. Voilà, il récupère le cookie avec la valeur. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé l'exercice. Donc c'était un bref survol. Ça sera une très longue série. Et on va voir le prochain exercice, je pense, on va faire du burp suite. Ça va nous changer un peu. Voilà, je vous dis à très bientôt, kiffez bien. Ciao, ciao.